utilise le plus actuellement dans le monde du FLE finalement, hein, la démarche actionnelle. Ok, très bien. Cette démarche actionnelle, est-ce que ça parle dehors? Non, ben laisse parce qu'elle va rentrer à mon avis. Elle est au téléphone mais elle va rentrer. Donc cette démarche actionnelle est basée sur le CECR, ou le CSER du moins parle de la démarche actionnelle. Le CECR, qu'est-ce que c'est? Des langues. Ok. Pourquoi le CECR a-t-il été créé? Pourquoi on a créé un jour un cadre comme ça? Des méthodes? Non, des approches. Des approches. Alors, vous avez l'idée, hein, pour unifier quelque chose, pour unifier entre les pays, pour unifier quoi? L'enseignement des langues. Ce que l'on enseigne, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, à un niveau en particulier, on a un nombre d'heures en particulier. Une fourchette, hein, plus ou moins d'heures. Parce que si on est en France ou au Canada francophone en train d'apprendre le français et que l'étudiant est en permanence en contact avec la langue, il va forcément apprendre un petit peu plus vite que si on est ici en Équateur, où il n'apprend que quand il est dans la classe et que quand il sort de classe, il parle complètement en espagnol. Donc si on est en milieu endogène du français, ou si on est en milieu totalement extérieur comme ici, on ne va pas apprendre à la même vitesse. Donc du coup, le cadre, lui, va fixer un nombre d'heures en particulier où l'étudiant doit acquérir certaines connaissances de la langue que l'on va voir un petit peu aujourd'hui. Ok ? Non, c'est pas là. C'est dans le disque. Non, c'est disque extraïble. Voilà, ça doit être là. CECR, diapo. Ah oui, c'est vrai que c'est Open Office, donc du coup, ça m'ouvre, ça va sans doute encore tout me décaler comme la dernière fois. J'ai oublié d'en parler avec le responsable technique. Si ça veut bien s'ouvrir. Ah si, voilà. Le CECR. Alors, donc le cadre européen, effectivement, on va essayer de le mettre en visible. Présentation, voilà. Donc le cadre européen, qu'est-ce que c'est ? C'est ce joli petit livre rouge que je vous conseille vivement un jour d'ouvrir, qui prône donc la fameuse démarche actionnelle de l'enseignement des langues. Et cette approche est articulée autour de grands mots que l'on va essayer de se familiariser dans les prochaines heures et la semaine prochaine aussi. Donc cette approche est articulée autour de descripteurs, d'échelles, qui décrivent des compétences, d'accord, autour de 6 niveaux. Le A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Tout ça, vous êtes familiarisé avec ça ou pas du tout ? Pour certains, c'est une découverte totale, le A1, A2. Oui ? C'est nouveau. C'est nouveau pour vous. Hein, parce que pour le CECR, ce petit livre rouge, il a déjà quelques années. Mais voilà, alors les 12 niveaux, c'est local, c'est de l'alliance. Si tu vas dans un autre pays, on va te parler de 14 niveaux, on va te parler de 18 niveaux. Je parlais justement aujourd'hui avec le directeur du Chili, au Chili, ils sont sur des modules de 30 heures d'apprentissage. Donc en 30 heures d'apprentissage, il leur faut quasiment 20 niveaux pour arriver à ce que nous faisions, ou nous faisons, donc nous faisions à ton époque en 12 niveaux plus 2 d'expression écrite et orale, aujourd'hui en 14 niveaux à l'Alliance. Mais ces 14 niveaux, ces 30 niveaux, ces 18 niveaux, ça ne veut rien dire en soi. C'est pour ça que le cadre est apparu, pour essayer d'unifier en fait, et que quelqu'un qui arrive en France et qui dit « Alors moi j'ai étudié 14 niveaux à l'Alliance française de Quito », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as un A1, un A2, un B1, un B2. Okay. Et de ces différents niveaux,
va dépendre forcément des compétences que l'étudiant va avoir, va acquérir en cours, et puis, et surtout, pour certains, de certifier ces niveaux via des diplômes. Ça leur permet ensuite de pouvoir présenter une candidature dans une université, par exemple. Puisqu'une université en France demande comme prérequis que l'étudiant ait minimum un B2 ou un C1 selon les cursus universitaires qu'ils envisagent. Donc c'est très important, cette histoire de niveau, et on va voir qu'est-ce que derrière chaque niveau, il y a. D'accord ? Il y a des compétences. Forcément, un étudiant qui a un niveau A1 n'a pas les mêmes compétences qu'un étudiant qui a un niveau A2, B1, B2, C1, C2. OK ? C'est pour ça aussi dans la convocatoria pour cette formation du vivier, on demandait à ce que les personnes aient un minimum de niveau. On leur demandait un minimum de niveau B2 à 80%. Pourquoi ? Parce que cette formation, vous êtes appelés à enseigner, donc on demande à ce que les enseignants aient un niveau minimum de B2 à 80%. OK ? Donc le Conseil de l'Europe, et plus particulièrement... Oui. Mais à ce niveau-là, est-ce que... c'est parce que je me pose la question, est-ce qu'un professeur pourrait avoir un niveau de français... moindre que la classe qu'il enseigne, non? Ben non, logiquement non. De même, pour finalement, si par exemple... Hein? Qu'est-ce qui contrôle ça? C'est les institutions dans lesquelles vous travaillez. C'est-à-dire que nous, à l'Alliance française, on demande à tous nos professeurs qui n'ont pas de diplôme de français langue étrangère, donc de master ou équivalent, de passer un diplôme de niveau de langue, de niveau C1. Et chaque année, on forme nos propres professeurs en interne pour qu'ils aient le niveau de langue, les équatoriens en particulier, pour qu'ils aient le niveau de langue et qu'ils le certifient à travers un diplôme. Ce diplôme est délivré par le ministère de l'Éducation en France. Il est passé ici, on est un centre d'examen ici à l'Alliance française, mais ils doivent passer ce diplôme, tout comme les étudiants finalement. Alors généralement, ils ne sont pas dans la même salle, etc. Mais ils passent ce diplôme pour que nous, dans la démarche de qualité qui est celle de l'Alliance française, on puisse prouver que tous nos professeurs ont minimum ce niveau-là. C1. Mais ça, c'est nous qui l'avons mis, C1. Ici, au ministère de l'Éducation, dans les collèges et les lycées en Équateur, le niveau requis, c'est le niveau B2. Donc on va voir derrière chaque niveau, qu'est-ce qui délimite un niveau, combien d'heures d'apprentissage cela représente. Alors qui pourrait donner le cours C2? La plupart du temps, les francophones formés au C2 et habilités au C2. Parce que des cours de C2, pour que vous sachiez, pour être habilité C2, il y a une formation qui dure minimum, si je me souviens bien, c'était pas il y a si longtemps que ça pour moi, c'était il y a un an, j'ai passé 2 jours sur le C2, sur une semaine de formation. Donc j'étais habilitée à habiliter, c'est-à-dire que en plus d'être tout ce que je suis ici pour vous, je suis aussi, pour les profs de l'Alliance, une ressource en fait pour les former à l'habilitation pour délivrer ces diplômes. Parce que pour délivrer ces diplômes, on peut être centre, mais nos professeurs doivent recevoir une formation pour corriger. Et donc du coup, de cette formation, j'ai reçu la plus haute, entre guillemets, avec le C2. Et donc je peux à la fois habiliter les professeurs à corriger le C2, et je peux moi-même surtout corriger le C2 quand c'est nécessaire. Le fait d'être français ne garantit pas. Non. De fait, c'est ce que je vous disais tout au début de la formation, le premier jour. Limite, ceux qui l'ont appris, le français, peuvent mieux l'enseigner que ceux qui l'ont en langue maternelle, puisque pour nous, tout est quasiment exactement. Quand on nous dit, comme je vous donnais l'exemple de c'était au Danemark et en France, pourquoi avec l'un on dit au, avec l'autre on dit en, une personne qui l'a appris va s'en souvenir. Pourquoi ? Nous, on a tendance à dire parce que c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Alors on en revient, oui. Et une question, qu'est-ce qui se passe alors avec le DALF et le DELF ? Alors c'est ça. En fait, le DALF et le DELF, ce sont des diplômes qui permettent de valider ces niveaux-là. Donc le DALF A1, A2, B1, B2 et le DALF C1, C2 certifie le niveau réel d'un étudiant. D'accord ? Et lui donne un diplôme valable à vie, comme tout diplôme,
Et donc le DELF et le DALF, on en parlera durant cette formation, permettent de valider les niveaux des étudiants. Nous encourageons forcément les étudiants à valider parce qu'on peut avoir appris 100 heures de français à l'Alliance française de Quito, mais ne pas l'avoir validé avec un diplôme. Et c'est dommage parce que le diplôme, il est reconnu de manière universelle, alors que comme je te disais, les 2-3 niveaux, 18 niveaux, 15 niveaux de l'Alliance, ça vous apporte un certificat qui, arrivé à l'extérieur, en France en particulier, ah ben c'est bien joli, mais ça ne nous donne pas ton niveau réel, ta note réelle du diplôme. Donc, revenons à notre CECR. Une petite question par rapport au diplôme aussi. Et une fois, j'ai rencontré un professeur de l'Alliance française de Paris. Ouais. Et à un moment donné, je voulais passer les diplômes, soit le DELF ou le DALF. Et quand je me sentais prête, en fait, j'ai demandé à passer ces diplômes. Et un professeur de l'Alliance française m'a dit, mais ça ne sert à rien. C'est le fait de faire des études déjà en France, parce que je fais ma licence en France. Il m'a dit, ça coûte beaucoup plus qu'un diplôme DELF ou DALF. Tout à fait. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui. Parce qu'en sachant que j'allais revenir ici, je me suis dit, un diplôme c'est toujours bien. Mais elle m'a dit, mais ça ne sert à rien. Le fait d'avoir un diplôme universitaire français, ça vaut plus qu'un diplôme des langues. Tout à fait. Tout à l'heure, quand je donnais l'exemple des professeurs équatoriens qui travaillent ici, nous, vous savez, enfin, vous connaissez peut-être certains d'entre eux, on a des professeurs qui ont des années d'enseignement derrière eux, mais qui n'ont pas, parce qu'ils sont rentrés plus ou moins comme vous quand vous étiez ici et que vous êtes rentrés à l'Alliance, ils sont rentrés à une époque où d'être français validait finalement le fait de pouvoir l'enseigner. Et donc du coup, on a des professeurs qui, 20-30 ans en arrière, ils sont arrivés en Équateur, ils étaient en Équateur, ils parlaient très bien français, donc du coup ça validait leur professionnalisme, ils pouvaient enseigner dans une classe de français. Mais les temps changent. Aujourd'hui, il y a un master de français langue étrangère, il y a des licences de linguistique appliquées. Donc du coup, il faut que ces professeurs, on ne va pas leur dire « Ah bah écoute, voilà, maintenant c'est fini pour toi ». Non, il faut donc du coup justifier quand même le fait que l'enseignement qu'ils ont eu, la pratique qu'ils ont d'être professeurs valide finalement leur place ici à l'Alliance française, mais il faut quand même justifier un niveau de français. Donc ce niveau de français, à ce moment-là, nous, on leur demande de passer le diplôme du fameux DELF-DALF, donc en l'occurrence le DALF C1, mais une personne qui arrive avec une licence de linguistique appliquée ou un master de français langue étrangère ou l'équivalent, là, il est totalement validé par son diplôme. Donc le diplôme valide, suivant la profession que tu envisages, ta licence va être en raccord. Si la personne me présente une licence de chimie, je ne sais pas si les cours de chimie qu'elle a reçus étaient totalement en français, étaient tous en français. Donc je ne pourrais pas justifier son niveau de licence parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cursus en France qui sont des cursus en anglais. Donc du coup, il faudrait que j'ai la preuve que cette personne a bien reçu un cursus ou a écrit un mémoire ou quelque chose en français pour me prouver, entre guillemets, que oui, elle a effectivement le niveau de langue que tu dis avec ta licence. Oui, elle a pu suivre des cours jusqu'en licence en français. Est-ce qu'ils étaient vraiment en français? Donc voilà. Donc le Conseil de l'Europe, et tout particulièrement le département des divisions des politiques linguistiques, se sont mis au travail pour donc du coup ne pas discriminer aucune langue de l'Union européenne et pouvoir travailler tous ensemble à ce que nous ayons un document qui nous explique quelles sont les compétences qu'un étudiant doit obtenir avec un certain niveau d'apprentissage d'une langue étrangère. Donc l'objectif était d'harmoniser les pratiques d'enseignement et d'évaluation. Tu parlais tout à l'heure d'évaluation, Angela, effectivement on est dedans, on va voir pourquoi. Puisque de savoir ce que l'étudiant sait ou doit savoir pour un niveau, c'est forcément arriver à un moment donné à l'évaluer sur ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. D'accord ? Ça peut passer par une évaluation type enseignant versus étudiant, ou ça peut passer par une auto-évaluation. Je sais que je peux parler de mes activités passées. Je sais que je peux me présenter. Là, on est dans de l'auto-évaluation. Le CECR favorise aussi la mobilité éducative et professionnelle entre les pays. Vous avez sans doute entendu parler des programmes en Europe. Il y a beaucoup de programmes universitaires de type Erasmus, qui permettent en fait entre les universités de valider
des compétences et permettent aux étudiants d'aller d'un pays à l'autre, passer un trimestre. C'est très très courant, je ne sais pas si au Canada c'est pareil. Oui. Des universités à l'autre, il y a des accords. Oui, avec la France. Mais... Et du coup, parce qu'il y a eu une harmonisation, cette première harmonisation du cadre a permis aussi de créer une harmonisation entre les unités d'enseignement des universités. Et donc du coup, cette harmonisation engage, comme on disait, hein, on est dans une période de mobilité constante. Donc du coup, le CECR aide à cette mobilité et encourage enfin le plurilinguisme, et tout particulièrement le plurilinguisme éducatif, où notre objectif est d'enseigner les langues étrangères, 1, 2, voire 3 langues étrangères à l'intérieur d'un cursus scolaire, de lycée, collège et autres. Ces utilisations. Définir des niveaux de compétences pour enseigner, une base commune pour les systèmes éducatifs, pour élaborer des programmes d'enseignement et d'apprentissage. Donc, j'ai une question qui me vient spontanément. Je sais que, par exemple, pour travailler dans différentes fonctions publiques au gouvernement, ils exigent, par exemple, en tout cas chez nous, par exemple, ils exigent de connaître des postes. Certains postes sont unilingues. D'autres postes exigent un bilinguisme et un niveau de bilinguisme qui est... Et les cotes, les évaluations, est-ce que ça correspond à A1 Ah ben, normalement, ça devrait. Si ça ne l'est pas, ce serait étrange. Il faudrait qu'on regarde sur les annonces, mais par exemple, ici, en tout cas en Équateur, même en Équateur, pourtant qui n'est pas comme le Canada, j'imagine, ils demandent, généralement, en tout cas pour tout ce qui est ministère, que le niveau des professeurs d'anglais, par exemple, c'est un niveau B2. Ils parlent en fonction du CECR. Et là, on est en train de construire le curriculum du français dans les collèges publics d'Équateur. Et pareil, on parle en termes de CECR. Donc du coup, c'est vraiment instaurer ce système de A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est vraiment devenu quelque chose de très courant sur les CV, les personnes disent mon niveau d'anglais, j'ai un niveau C1 en anglais, j'ai un niveau B2, j'ai un niveau certifié, non certifié. Le TOEFL lui-même, en fonction du nombre de points, indique à la personne qu'il a un C1 ou qu'il a un B2 ou qu'il a un A1, etc. Donc maintenant, tout le monde est vraiment le Cambridge encore plus. Donc voilà. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus ancré. Et c'est vrai que sur un CV, quand on voit... en chinois, j'ai lu, comment on mettait avant ? Lu, écrit, parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lu, écrit, parler ? Ça veut dire qu'il a fait combien d'heures ? Qu'est-ce qu'il sait dire, lire et comprendre finalement, c'est ça. Parce qu'on peut savoir lire « j'habite à Paris », mais on peut savoir aussi lire Zola, Victor Hugo et les autres. Donc du coup, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc là au moins le B2 nous indique exactement ce que la personne sait faire ou ne sait pas faire avec la langue. Oui. Une petite question, est-ce que le DALF, le DEF ont une durée de vie en fait si on ne pratique pas tous les jours ? Alors c'est des diplômes et ça c'est vrai que il y a des conférences même là-dessus où on se pose la question, on se dit mais c'est un diplôme donc il n'y a pas de date. Contrairement aux TCF, TEF, qui sont aussi des tests de langue, des tests d'évaluation du français, ou des tests de connaissance du français. TCF, test de connaissance du français. TEF, test d'évaluation... j'ai un trou. TFAQ, TEF, test d'évaluation du français. C'est évaluation de... j'ai un trou là. Bref, ce sont des tests. Donc ces tests ont une durée de 6 mois. Alors que le DELF est un diplôme et donc a une durée à vie. Mais nous savons très bien qu'une personne qui se présenterait par exemple à l'Alliance française, qui aurait un DELF A2 de 1980, déjà il ne s'appellerait pas A2 parce qu'ils ont changé entre-temps leur système, mais et qui me dit j'ai pas vécu en France entre-temps, j'étais en contact seulement avec des étudiants débutants dans un collège X ou Y de Quito, je vais me permettre de l'évaluer à nouveau parce que son niveau de langue a forcément réduit. Imaginez que nous, quand un étudiant arrive et qui n'a pas pratiqué durant 9 mois, on lui fait faire un test diagnostic pour savoir où il en est, si en 9 mois il n'a pas perdu
Donc une personne des années, même s'il est en contact quotidien avec des étudiants mais qui apprennent je m'appelle, j'habite, son niveau va forcément s'appauvrir entre guillemets. Donc ils ne sont pas comme le TOEFL en anglais par exemple, parce que celui-là il expire, on doit... Bah oui, parce que TOEFL, le T c'est un test. Ah d'accord. En fait, tout ce qui est test a une durée de vie, tout ce qui est diplôme est à vie. C'est comme le baccalauréat finalement. Hein. Le baccalauréat, c'est un diplôme que vous avez tout au long de votre vie. Donc, des niveaux de compétences pour enseigner, pour évaluer aussi, une base pour la reconnaissance mutuelle des qualifications en langue, comme on vient de l'expliquer, développer des certifications en langue selon une évaluation toujours positive, c'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on appelle l'évaluation positive ? Qu'est-ce que c'est l'évaluation positive ? Qui correspond au niveau, au supérieur au niveau. Qui, Positif, ça voudrait dire supérieur ? normalement, Quelle de bonnes choses. Tu es sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'on va toujours voir dans l'étudiant ce qu'il sait et non ce qu'il ne sait pas. Et on va évaluer ce qu'il sait et non ce qu'il ne sait pas. En France, il y a vraiment cette tendance aussi, par exemple, vous savez, la France, on est les rois de la dictée. D'accord ? En classe, quand on est petit, en primaire, les enfants, on leur fait faire des dictées. Et bien, aujourd'hui, les dictées, elles doivent passer par une évaluation positive. C'est-à-dire qu'on va corriger ce que l'étudiant a su faire dans cette dictée. Par exemple, il a écrit la table est verte et les chaises sont bleues. D'accord ? Je veux voir s'il sait bien écrire les couleurs. D'accord ? Donc je vais corriger si le mot vert est bien écrit, si le mot bleu est bien écrit. S'il a mal écrit table, c'est pas ce que je suis en train d'évaluer. Donc je vais évaluer positivement. Je vais toujours voir, et le DELF, le DALF dont on était en train de parler, sont des examens qui sont justement mis en place pour évaluer positivement la personne. C'est-à-dire que quand on a les grilles d'évaluation sur lesquelles nous notons les candidats, nous voyons que sur ces grilles-là, il y a écrit que l'étudiant a bien respecté la consigne. L'étudiant a bien conjugué, donc on est toujours dans le positif. D'accord ? Et ces grilles sont en fonction des niveaux, c'est-à-dire que la conjugaison qu'on va demander à l'étudiant, on lui demande en fonction du niveau dans lequel il est. Si par exemple l'étudiant, il est en A1, d'accord, mais il a mal conjugué un verbe à l'imparfait, ben on ne va pas le pénaliser parce qu'en A1, il n'est pas censé savoir l'imparfait. Il a fait une prise de risque, il a essayé, il n'a pas réussi, et ben on ne va pas le pénaliser. D'accord ? Les grilles doivent absolument, et l'évaluation en général de vos étudiants, doivent correspondre aux connaissances que les étudiants doivent avoir pour chaque niveau. Le plus difficile pour vous maintenant qui êtes en train de découvrir ça, ça va être de voir qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant à quel niveau. D'accord ? les paramètres sont fixés. Les paramètres sont fixés par le CECR. C'est pas fluctuant en fonction du niveau de la classe. Non. C'est fixe. C'est fixé. Alors bien sûr, chaque être a sa manière d'apprendre et donc du coup, on va forcément trouver des étudiants qui vont être avides de connaissances et qui vont aller plus vite que la machine. D'autres au contraire qui vont avoir du mal à comprendre les points de chaque niveau, entre guillemets. Et donc, du coup, on est toujours, c'est toujours le rôle du professeur. Et je vais vous faire une formation sur la fin, vers la fin, une fois que vous aurez tout ça accumulé dans votre cerveau sur l'évaluation. Et sur cette formation sur l'évaluation, je vais justement expliquer que l'être humain en lui-même va forcément repérer, même dans une classe de très très bons, certains éléments qui sont moins bons. Alors que finalement, on est dans une classe où on a des objectifs, d'accord ? Tous vont atteindre les objectifs et malgré ça, l'être humain a ce défaut-là de vouloir toujours qualifier. Et donc du coup, on va toujours trouver dans une classe et ressortir de la classe en disant cette classe, ils sont très très bons, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, et dans ces très très bons, vous allez quand même réussir à avoir des très 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 bons et des un petit peu moins bons. Ça, c'est le propre de l'être humain, en fait, de toujours vouloir les classer, entre guillemets. Donc, un dernier une classe très bonne,
Voilà, notre objectif... C'est pas nécessairement péjoratif. Voilà, mais notre objectif quand on est en classe de langue, c'est d'essayer le moins possible de les classer. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Notre objectif est d'atteindre des connaissances et des compétences auprès de nos étudiants. S'ils les atteignent, on est content. Notre objectif est qu'ils les atteignent et pas du tout de dire celui-ci les a un petit peu moins atteints que les autres. Non, on a un programme dans lequel on a des points à voir, entre guillemets, et que ces points sont vus. Très bien, l'étudiant a accompli sa mission, entre guillemets, d'atteindre le niveau. Un dernier sous-chapitre au niveau des connaissances, des compétences pour apprendre, une base pour prendre conscience de son niveau et de ses savoir-faire, puisque vous vous souvenez qu'on est toujours dans cette démarche actionnelle, se fixer des objectifs réalistes et s'auto-évaluer. Ce dont je vous parlais il y a 2 minutes, c'est-à-dire arriver soi-même à se dire à la fin de mon cours, je sais parler de mes activités hors de l'Alliance, par exemple. Ça, c'est un savoir-faire. OK ? L'échelle de niveau et de compétences. Niveau A, donc A1, A2, on considère que les étudiants, que les apprenants sont des utilisateurs de la langue, des utilisateurs élémentaires. En niveau B, on considère qu'ils sont des utilisateurs indépendants. En niveau C, des utilisateurs expérimentés. Ces 3 grandes catégories vont se subdiviser en niveau B1, niveau seuil. Comme son nom l'indique, on considère que c'est le niveau à partir duquel on peut envisager des études en France, des études d'ingénieurs notamment, qui demandent un B1. C'est le niveau seuil. Mais on a, juste avant le A2, avec le niveau intermédiaire ou de survie. Le B2, qui est généralement, comme je vous dis, le niveau demandé pour tout ce qui est master en France, c'est un niveau avancé ou indépendant. Le A1, niveau introductif ou de découverte. Le C1, un niveau autonome. Et le C2, la maîtrise de la langue. Le CECR décrit dans la mesure du possible toutes les activités langagières, tous les savoirs mobilisés pour les développer et toutes les situations et domaines dans lesquels on peut être amené à utiliser une langue étrangère pour communiquer. Situations et domaines, on va les voir par la suite. Qu'est-ce qu'on appelle situation et domaine ? Les descripteurs de compétences. Donc pour chaque niveau, on va avoir des descripteurs qui vont diviser les compétences, c'est-à-dire ce que le locuteur est capable de faire. En tant que réception orale, réception écrite, donc ce que l'on voit, les textes, production orale, la production écrite, et entre les deux, l'interaction orale et l'interaction écrite. Et enfin, les stratégies de communication qu'on a utilisées pour acquérir ces différentes compétences. De fait, l'examen du DELF est basé sur ces compétences. C'est-à-dire que l'étudiant est évalué, le candidat pour ce qui est du DELF est évalué sur un document oral, qu'il écoute, il répond à des questions, un document écrit, il lit, il répond à des questions, une production orale, un test oral avec 2 jurés qui sont là pour lui poser des questions. Donc, comme le jury est là, il va avoir le rôle d'interaction. On va le faire parler, il va nous faire parler. Donc, on est à la fois sur production orale, interaction orale lors de l'épreuve. Production écrite, interaction écrite. Là aussi, il y a généralement dans l'épreuve du DELF 2 parties. Une partie où l'étudiant est sur un document, il répond à quelque chose, et un autre qui peut être un essai.
Okay, mais il y a toujours dans la production écrite un exercice de réponse à quelque chose. Pourquoi? Pour justement voir si il a bien compris et donc il peut y répondre. Et les stratégies de communication, là, c'est toutes à ne pas quitter le contexte. C'est écrire une lettre, par exemple pour les niveaux B2, c'est réussir à écrire une lettre en tenant compte des formules d'usage. D'accord. Les stratégies de communication, c'est aussi tout le langage gestuel, d'accord, que l'on peut utiliser lorsque l'on parle, d'accord, parce que l'étudiant doit connaître ça pour pouvoir appréhender la langue. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, il y a 2 semaines avec la main qui bouge comme ça, pour dire qu'on n'a pas. Ça, c'est des stratégies de communication. Un exemple, en conversation A1, peut présenter quelqu'un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé, peut demander à quelqu'un de ses nouvelles et y réagir. Là, on est sur du niveau A1. La personne peut présenter quelqu'un, mais peut utiliser aussi des expressions élémentaires pour dire bonjour, dire au revoir, et peut demander à quelqu'un de ses nouvelles et réagir aux réponses de l'autre. Ok ? Ça, on l'avait vu un petit peu, je crois, la semaine dernière avec la perspective de type actionnel. Donc, l'usager est un acteur social. Encore une fois, on le remet toujours dans le contexte réel. Son but est d'accomplir des tâches dans un contexte donné. Je ne rentre pas dans les détails. Je crois que ça, c'était clair pour la semaine dernière. Tu verras bientôt la perspective actionnelle. Je vais passer un petit peu. Les compétences générales individuelles. Les compétences à communiquer et les tâches pour 2 objectifs, activités langagières et les domaines. Donc les domaines, on va les voir. Les compétences générales, donc c'était, je crois, surtout Laetitia qui en avait parlé, des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Ça, hein, c'était toi? Non, j'avais expliqué les tâches surtout. Tu avais expliqué les tâches. Ok. Donc, ici, j'ai fait un parallèle avec la voiture. Le savoir de la voiture, c'est quoi? Sans lire. Qu'est-ce que c'est? Le savoir de la voiture. Enfin, le savoir pour conduire une voiture. Quel savoir j'ai besoin pour conduire une voiture? Il faut avoir le permis de conduire. Oui. Il faut avoir le permis de conduire pour conduire une voiture. Oui. Mais le permis de conduire, comment on l'a? Un examen de connaissance. Oui. Voilà, c'est connaître le code, le fameux code de la route. Hein. Donc, connaître le code de la route, les différentes pièces d'une voiture, ce que tu disais, leur localisation, où se trouvent l'essuie-glace, où se trouvent les roues, où se trouve le moteur. Ici, on est sur les savoirs, d'accord? C'est pas parce que je connais ça que je sais conduire la voiture. On est d'accord? Ok? Les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est justement la pratique. Décider de dépasser, choisir une place de stationnement, adapter sa vitesse aux circonstances atmosphériques, trafic, etc. Embrayer, débrayer sans caler le moteur, garer la voiture, etc. Donc ça, c'est les savoir-faire. D'accord? Savoir-être, si vous le lisez, c'est pas drôle. Je vois tous. Les savoir-être, c'est effectivement respecter effectivement le code de la route. Parce que c'est pas parce que j'ai le savoir que j'ai le savoir-être, surtout en Équateur. il faut réussir à se défendre dans la jungle des voitures. Donc, je viens de voir une voiture passer un feu rouge avec une moto de la police à côté et il n'a rien dit. C'était pas moi? Non, parce que moi, à 2 heures, j'étais sur la chute. On va expliquer que cette compétence-là des policiers avait été donnée au transito, je pense. Est-ce que c'est vrai? Il y a 2 types de police. Il y a la police métropolitaine et la police nationale. Et ils n'ont pas les mêmes compétences, effectivement. Mais voilà, donc du coup, respecter effectivement le code de la route, c'est-à-dire le mettre en pratique, d'accord, ou respecter les autres usagers, ça dépend du savoir-être. Et puis, le savoir-apprendre, c'est découvrir des nouveautés, par exemple les ronds-points, et apprendre à intégrer ces nouvelles connaissances, le prendre correctement, ce rond-point, d'accord?
Donc là, on est sur le savoir apprendre. Donc si on fait ce parallèle par rapport aux langues et à nos classes, en fonction des niveaux, nous allons voir qu'à chaque fois, il y a des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-apprendre. Et le cadre européen, pour chaque niveau, nous dit qu'est-ce que l'étudiant doit savoir, doit savoir faire, doit savoir être et doit savoir apprendre. Ok ? Les compétences à communiquer dans langagièrement. Une compétence linguistique comprend la partie grammaticale. Souvent, je vous en parle, je vous dis les compétences linguistiques, et c'est généralement comme ça qu'on a appris parfois le français, et en France, en tout cas, les langues étrangères, en composante linguistique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va apprendre le passé composé. Aujourd'hui, on va apprendre le vocabulaire de la classe. D'accord ? On va apprendre le passé composé, grammatical, le vocabulaire de la classe, lexical, ok. La partie sémantique, phonologique, on va apprendre à prononcer le E, d'accord, le E fermé de pneu, d'accord. On va apprendre comment ça s'écrit, la partie orthographique. Cette composante linguistique, il y a plusieurs années, était l'objectif d'un cours. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'objectif n'est plus dans cette composante linguistique, mais dans l'enrobage, entre guillemets, que l'on y donne, d'accord, pour rendre l'intérêt à l'étudiant. Une composante sociolinguistique comprend les marqueurs des relations sociales et les règles de politesse et d'impolitesse, les différences de registre, les dialectes et les accents. Cette composante sociolinguistique doit être aussi évaluée auprès de nos étudiants, d'accord ? Et puis la composante pragmatique, qui elle comprend la compétence discursive, c'est-à-dire l'organisation d'un discours, la compétence fonctionnelle, la réalisation des actes langagiers, et la compétence de conception schématique. Exemple, les étapes d'une situation, on salue, puis on demande des renseignements, puis on demande le prix, puis on paye, puis on prend congé. D'accord ? Là, on est dans la conception schématique. C'est-à-dire qu'un étudiant qui sait faire tout ça, mais qui ne sait pas les mettre dans l'ordre, qui, lorsque l'on lui demande de refaire un discours, va directement entrer dans le vif du sujet, « je veux des pommes s'il vous plaît », ben non, quand on arrive chez le marchand ou au supermarché, qu'on demande des pommes, on va d'abord saluer, d'accord ? Après avoir demandé les pommes, on va les payer, après les payer, on va prendre congé. Donc quand on travaille avec les étudiants, on doit travailler cette composante pragmatique, d'accord ? On doit les mettre dans une situation où ils doivent travailler la situation, d'accord ? La tâche de A à Z. Parce que sinon, on n'est pas dans une démarche actionnelle. Ça va ? C'est pas trop théorique ? Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ça. Je vais aussi vous donner des petites feuilles de résumé pour que vous partiez à la maison avec la lecture. La tâche, justement, dont on parlait. Comme on l'a déjà vu avec Laetitia, la tâche, c'est une activité en contexte qui doit avoir un but, agir, s'informer, se former, ok, ou un problème à résoudre. Et donc, nous avons la définition du cadre européen qui dit que est définie comme tâche toute visée actionnelle que l'acteur se présente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir ou d'un but qu'il s'est fixé. D'accord ? Donc cette histoire, cette histoire de tâche, elle doit bercer vos cours, puisque les étudiants doivent savoir quel but nous avons à apprendre tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Les activités langagières, nous les avons vues tout à l'heure, passent par la réception, la production, l'interaction, mais aussi la médiation. Qu'est-ce qu'on appelle la médiation ? Alors, vous voyez le petit dessin, peut-être que ça va vous inspirer. Oui. C'est la communication.
qu'on arrive à se comprendre. Ça, c'est un rôle du professeur, de l'enseignant ou ça, c'est pour l'apprenant? Ça, c'est pour l'apprenant. Il faut qu'ils arrivent à se comprendre. Il faut qu'ils arrivent à se comprendre, oui. Quand on est dans la résolution d'un problème, il y a forcément un moment de médiation où l'objectif est qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Ok ? Donc la médiation, c'est arriver à se comprendre pour se mettre d'accord. L'interaction, on est plus sur du question-réponse. D'accord ? Les domaines. Tout à l'heure, on parlait des domaines. On apprend le français pour différents domaines. Et les étudiants et les cours de français que vous avez vont être bercés par ces domaines. Nous avons les domaines publics. D'accord. Oups. Oh. Alors là, c'est à chaque fois, c'est le gros problème. Comment arrêter mon PowerPoint? Alors, je vais essayer de le remettre de tête. Nous avons les domaines publics, d'accord, les domaines d'éducation, éducationnel, les domaines personnels, d'accord, et le domaine professionnel. Ok? Les 4 domaines sur lesquels on travaille toujours avec le CECR. Ok? On va les voir en détail, je crois, après. L'échelle de niveau. Donc, il permet de segmenter l'apprentissage en vue de l'élaboration des programmes, on disait tout à l'heure, des programmes de rédaction d'examen, des niveaux dans lesquels vous travaillez. Vous avez besoin de segmenter cet apprentissage pour savoir l'objectif. Si vous travaillez par exemple à l'Alliance française, en 50 heures, on a une division, d'accord ? Donc en 50 heures, qu'est-ce que je dois pouvoir faire avec mes étudiants? Est-ce que je dois atteindre un A1, un 2, un B1, un B2? D'accord? En fonction du nombre d'heures que vous avez ou dans une institution éducative, vous avez besoin de savoir si vous avez 80 heures en face de vos étudiants. En 80 heures, qu'est-ce que je peux prétendre savoir ou avoir fait avec mes étudiants? D'accord? Hein? Généralement, dans les collèges, ils ont des périodes de 40 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Au total, sur une année, ils atteignent un programme de 60, tu me dis si je me trompe, entre 60 et 80 heures à peu près, sur une année scolaire. Donc en ça, 60-80 heures, on va voir tout à l'heure les segmentations qu'on peut espérer, d'accord? En 60-80 heures, à votre avis, c'est quel niveau? Non. Oh, non. On arrive à B1. Un B1 en 60 et 80 heures? Non. Entre 60 et 80 heures d'apprentissage. Un niveau seulement. Un niveau? On peut travailler tous les contenus par exemple, le premier niveau A1. Le premier niveau du A1, c'est ça? Oui. Oui, parce que en fait, ce que Angela essaie de nous dire ici, c'est qu'à l'intérieur de chaque niveau, on va avoir des subdivisions. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est rare qu'on ait des étudiants qui puissent arriver tout au long qui continuent tout leur cursus et qui ne font pas de pause, entre guillemets, dans ce cursus. Donc du coup, on a besoin de faire des subdivisions pour se dire, bon, il a quand même atteint une partie du A2 par exemple, il n'a pas fait tout le A2, il n'a pas atteint la totalité du A2, mais il en a fait une partie. Mais comment on va appeler cette partie? Donc du coup, les institutions éducatives et les alliances françaises et les écoles de langue en général font des subdivisions. D'accord? On a le A1.1, le A1.2, d'accord? Et puis, si par exemple je suis, comme je vous disais tout à l'heure, au Chili, où on fonctionne par module de 30 heures, et bien là, on va facilement avoir un A1.1, A1.2, A1.3, d'accord? Et puis après, on va passer sur du A2. Donc, de 60 à 80 heures, on est sur du A1.1, d'accord? Pour atteindre un A1, il faut entre 80 et 120 heures d'apprentissage. Pourquoi cette fourchette? Comme je vous disais au début de mon intervention, parce que en fonction du milieu où on se trouve, si on se situe au Canada, au Québec, et que là tout le monde parle français autour, je sors de la classe, je continue mon apprentissage. Donc en 80 heures, je vais atteindre mon A1.
je suis à l'Alliance française de Quito, je sors de l'Alliance, mon père me parle en espagnol, ma mère me parle en espagnol, le garde de l'Alliance française me parle en espagnol, j'aurai beaucoup plus de difficultés à pouvoir atteindre un A1 en 80 heures. Je vais plutôt l'atteindre en 100 heures, 120 heures. Ok ? Quelle alliance, c'est combien d'heures? 100 heures le A1. 100. Après 100 heures, ils peuvent présenter le diplôme du DELF A1. Alors, attention, ce système de 80 à 120 heures n'est pas le même pour chaque bloc. C'est-à-dire qu'il y a des blocs, comme le B1 notamment, qui sont des blocs beaucoup plus longs. D'accord ? Pour un bloc B1, il faut compter entre 150 à 180 heures d'apprentissage du français. Pardon. À côté du Stade de France, à Paris. Donc demain, il y aura une minute de silence à l'Alliance. Et apparemment, il y a 18 morts. Donc du coup, on est en train de me dire, parce que l'ambassadeur vient demain pour faire une minute de silence avec les étudiants à 9h. À l'instant. On va continuer. Laetitia. Quand vous dites par exemple 150-180 heures, c'est en plus du A1. Oui. C'est-à-dire qu'ici, on a 80 à 120 heures. Ici, on va avoir 200 heures à peu près. D'accord ? Entre 120, 150, 200 heures en fonction du milieu. B1, comme je vous ai dit, entre 150 et 280 heures. Donc là, on cumule. Ici, on est à environ 500 heures d'apprentissage. D'accord ? Donc tout à l'heure, on était en train de parler avec Angela que les étudiants avaient environ 80 heures d'apprentissage dans les collèges en Équateur de français. Donc vous imaginez qu'ils arrivent rarement, à moins de commencer dès le primaire, ils arrivent rarement à plus d'un B1 quand ils sont en situation d'apprentissage dans les collèges. S'ils ont commencé, alors le système équatorien, s'ils ont commencé en quelle année? En Basica? Au octavo? Du Basica? Oui. Donc s'ils commencent en octavo des Basica, on peut espérer qu'au bachillerato, ils terminent avec un B1. Voilà. Il y a des écoles qui enseignent français. Beaucoup. Public, oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a deux à Quito, il y en a deux. Et au total, en Équateur, il y en aurait 12 de recensés par le ministère. C'est peu. C'est peu, surtout qu'il y en avait beaucoup plus avant. En fait, c'est ça qui est difficile et on est en train de travailler ardemment avec le ministère pour réimplanter le français. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une possibilité ensuite d'aller étudier dans les pays francophones. La France, c'est pas trop au Canada, mais en France, on a quand même les études universitaires à moindre coût. Donc pour des personnes qui justement sont dans des collèges publics ici, ça peut être la ganga, comme ils disent ici, que d'aller en France ensuite et d'étudier à moindre coût. Mais il faut qu'ils atteignent un niveau B2 minimum. Donc du coup, au moins qu'ils avancent jusqu'au B1 dans les collèges. Et puis pour le B2, nous ici on a des systèmes de parrainage avec des entreprises. On essaie d'aider via des descuentos, des réductions à l'Alliance française pour les collèges fiscaux. Donc du coup, pour les universités publiques aussi. Donc on se dit, si ils avancent déjà dans les collèges, nous ils arriveront ici. Ils n'auront plus qu'à finaliser leur apprentissage. Puisque quand on arrive au B2, il reste environ 150 heures. Après les 650, dont 500 à 650 dont je viens de parler, il en reste 150 à 200 pour atteindre le B2. Donc du coup, il leur reste 1 an d'apprentissage ici, maximum. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut promouvoir ça. Surtout quand on voit que la politique actuelle en Équateur veut vraiment qu'il y ait une certaine ouverture avec la Sénésic notamment, avec le concours d'entrée aux universités de l'ENES qui permet à un groupe, et de fait ils sont en ce moment en train d'étudier à l'Alliance, un groupe, le fameux Grupo de Alto Rendimiento, le groupe GAR en Équateur dont vous avez peut-être entendu parler, qui, pour avoir eu de très bonnes notes au concours d'entrée de l'ENES de la Sénésic, ont la ont la possibilité de choisir entre l'anglais et le français pour étudier
faire une remise à niveau total. Donc généralement, ils arrivent en niveau 0 parce qu'ils n'ont pas appris le français. Ils n'étaient pas dans des collèges où il y avait le français. Et donc du coup, ils arrivent à un niveau 0. Et en un an, en rythme mais super intensif, ils ont de 8h le matin jusqu'à 6h le soir, ils apprennent le français. Et c'est impressionnant. Moi, je suis partie en congé maternité en avril. Ils sont rentrés en mai. Je suis revenue en juin. Ils avaient déjà un B1. Donc, ils avaient déjà atteint l'équivalent de 500 à 650 heures d'apprentissage. Et ils me parlaient totalement en français. Donc, c'est super pour eux parce qu'on considère aussi que c'est un groupe par leur capacité intellectuelle. Ils ont quand même réussi pour certains le concours avec 1000 sur 1000. Le concours d'entrée dans ces universités, on considère qu'ils ont les capacités de pouvoir faire ça. Et une fois qu'ils ont le B1, la Sénécite nous a demandé de les former en sciences exactes, de les remettre à niveau en chimie, physique, mathématiques, etc., pour qu'ils puissent ensuite, dès la prochaine session d'entrée dans les universités, ils puissent partir étudier dans des universités en France, payé tout ça par le gouvernement équatorien. C'est quand même magnifique. Les gens qui ont déjà eu un bac ici. Ils ont passé le bac et la même année, généralement, ils ont passé ce concours de l'ENES, ce concours d'entrée. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut se battre, entre guillemets, et Angela est une fervente lutteuse, pour que le français continue dans les institutions, dans toute institution, dans les institutions privées, au contraire. On a énormément de collèges dans lesquels il y a l'apprentissage du français parce que le bac international ici en Équateur veut une seconde langue étrangère et que la seconde langue étrangère que certains collèges choisissent, c'est le français. Et donc du coup, eux aussi les préparent à ce qu'ils aient un diplôme, un niveau B1 et qu'ils le certifient à travers un diplôme en plus. Ok ? Et les écoles françaises ici, normalement les élèves à la fin de leurs études, ils ont quel niveau? Ils ont le baccalauréat. Les écoles françaises, oui, comme la Condamine, oui. ils ont le baccalauréat. Ah, ok, donc Ils n'ont pas ce système-là. ils n'ont pas le système. Ok. Non. Cette année, j'ai un rendez-vous vendredi prochain pour vous dire, vendredi matin, justement pour que les étudiants de la Condamine équatoriens passent le DELF, en fait. Pour qu'ils aient au moins, en attendant d'avoir le bac, un niveau certifié pour ceux qui arrêteraient en chemin leurs études à la Condamine, puissent le valider quand même, valider leur niveau de français à travers un diplôme. Donc c'est prévu que certains, à des niveaux stratégiques que la Condamine détermine, passent le diplôme du DELF aussi, pour certifier un niveau A1, A2 en fonction de leur niveau de langue. Ben, je sais pas. Je sais pas justement, je me posais la question, ouais. Un Français qui n'a pas le bac français doit passer le DELF pour aller étudier en France. Oui, parce que le bac, Bah oui. c'est celui qui te permet... C'est la porte d'entrée, voilà. C'est l'équivalent du concours d'entrée qu'ici sont en train de passer. Alors, c'est pas du tout la même épreuve, mais le concours, ici il y a un concours d'entrée. Nous, en France, le baccalauréat, c'est notre passeport pour entrer en université. Oui. Donc j'imagine qu'un Français devrait passer effectivement le DELF s'il n'a pas. Et les francophones, surtout les francophones, je sais pas, je pense pas du tout pour les Canadiens, mais pour les Africains, Haïtiens, on leur demande de passer le DELF aussi. Et de fait, les candidats au C2, tout à l'heure tu me parlais du C2, à 99,9%, ce sont des Haïtiens, des Africains qui vivent ici en Équateur et qui veulent certifier leur niveau de langue. C'est rarement des Équatoriens. Ou alors c'est des Équatoriens qui sont partis vivre en France depuis très très longtemps et reviennent avec vraiment... C'est un niveau bilingue, hein. J'ai un niveau C2. Ok. Tu as un niveau C2. C'est pas... Et là, 90% des personnes équatoriennes ici, elles ont un niveau B2, C1, mais pas un niveau C2. Mais maintenant, pour postuler à l'université en France, on va avoir un niveau... Tout dépend de l'université et du cursus universitaire. Ça peut être du B2, ça peut être du C1. Tout ce qui est médecine, philosophie et littérature, on est sur du C1. Tout ce qui est sciences sociales, c'est plutôt du B2. Sciences sociales, psychologie, c'est aussi du C1, je crois. Ça dépend. Donc voilà, l'échelle des niveaux, ça fournit aux enseignants des points de repère dans l'apprentissage du français.
Donc le cône, comme je vous disais, hein, du coup, c'est pas des niveaux égaux, entre guillemets. Hein. Vous voyez qu'entre le A1 et le A2, ici, on n'a pas énormément d'espace. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup de compétences à acquérir. Et puis, entre un A2 et un B1 un peu plus, B1 et B2 un peu plus, B2 et C1 un peu plus. Ok, on est comme sur un cône de glace. Les mots-clés. Donc, on va y venir avec les mots-clés pour chaque niveau. Donc, le niveau minimal, on va regarder... Aïe, j'ai appuyé. Puis alors, mon PowerPoint, il n'est pas terminé. Alors, vous ne regardez pas. Mal. Qu'est-ce qu'on attend des étudiants? Qu'ils aient quelques expressions familières. Expressions familières, on parle du merci, comment ça va, ça va. Ça, ce sont des expressions familières, d'accord. Des énoncés très simples, centrés sur un ou deux mots. Ça va. Comment ça va? On n'est pas sur beaucoup de mots, hein. Sur des situations très récurrentes, prévisibles. C'est presque ici de l'apprentissage automatique. Hein. Mais souvent, c'est ce qui fait la chispa avec les étudiants, d'accord? Le déclic. Hein. Combien ça coûte? Combien ça coûte l'expression? Non, pour moi en espagnol. Pour payer. Oui, et finalement, quel est le prix en fait? De fait, ici, on est en train de l'imaginer pour du français, puisque c'est notre objectif de devenir professeur de français. Mais pour toi qui es en plein apprentissage de l'espagnol, tu vas peu à peu voir dans quelle catégorie tu te trouves dans ton apprentissage. Je me retrouve un peu là-dedans. Et c'est dans quel niveau? Je suis dans les 300-500 premiers mots, disons. C'est quoi? Alors oui, toi tu parles en nombre de mots que tu sais. Là, on est sur 300 à 500 premiers mots, on est sur la fin du A1, on est déjà sur du A2, normalement. Parce qu'on n'est plus dans l'automatisme. Là, tu comprends, entre le A1 et le A2, la grande différence, c'est qu'on comprend un petit peu comment se construit la langue. Alors que sur du A1, on est vraiment sur de l'automatisme. L'affaire, c'est que j'ai été beaucoup en immersion ici. Alors, l'oreille, c'est beaucoup plus développé que l'expression. Et ça y est, vous êtes passé en mode en espagnol avec ta femme? Non, pas encore. Oui. Là, pour parler, non, c'est encore français. Ce que je disais, c'est très difficile quand on est en couple de changer la langue du jour au lendemain, de dire allez, aujourd'hui on va parler qu'en espagnol parce qu'il faut que tu t'améliores en espagnol. Quand on a pris une habitude, c'est très difficile. C'est pour ça aussi, et ça peut être un bon parallèle avec vos classes, quand vos étudiants apprennent que vous parlez en espagnol, que vous pouvez comprendre et parler espagnol, vous êtes foutus. Ils abusent. Parce qu'ici, comme partout, on donne une main, on donne un bras. Donc, franchement, s'il y a un conseil à vous donner, c'est, vous pouvez leur dire, oui, je comprends un petit peu, mais vous parlez pas. On a même une prof dans notre équipe, qui est blonde, avec des grands cheveux frisés, etc. Et ben, les étudiants ne savent même pas qu'elle est espagnole. Enfin, qu'elle est équatorienne, en l'occurrence. Donc, du coup, mais c'est génial parce qu'ils arrivent et ils me disent, alors je leur demande, c'est qui ta prof? C'est une française ou une équatorienne? Parce que souvent les étudiants ne savent pas le nom des professeurs. Donc du coup, qui tu as comme professeur? Je sais pas. Alors décris-la moi. Elle est française ou équatorienne? Je crois qu'elle est française. Ok, comment elle s'appelle? Marie. Alors moi je suis là, mais j'ai pas de Marie dans mon équipe. Et en fait, elle s'appelle Maria de Lourdes. Elle est grande, blonde, avec les cheveux frisés et elle ne parle qu'en français à ses étudiants. Donc les étudiants ne savent pas qu'elle est entre guillemets équatorienne. Puis en plus, elle n'a pas du tout d'accent ni rien. Donc du coup. Mais elle doit un débutant. Bien sûr. Dès les débutants, on ne devrait pas parler espagnol. Imagine si tu étais dans un contexte, et je pense que ce qui manque le plus ici à nos professeurs pour pratiquer, c'est d'être dans un milieu comme en France, où dans la classe, moi j'ai eu jusqu'à 17 nationalités différentes, dont des Indonésiens, qui ne parlaient pas du tout une autre langue que la leur et qui apprenaient le français. Comment on fait? On est obligé de parler français, d'accord? Et de se faire comprendre et de faire comprendre notre cours pour atteindre ces compétences-là. Donc, ici en espagnol, je ne vois pas pourquoi ce serait différent que d'arriver de ne parler que français avec vos débutants. Il y a tellement, on disait l'autre jour, des techniques d'apprentissage avec des mots transparents. On parlait l'autre jour des mots transparents, ou du mime, ou projeter une image, ou se mettre en situation pour que l'étudiant comprenne. Il n'y aurait pas de problème. Il y a des livres qui disent qu'il est interdit de parler la langue. La langue source dans le cours. Moi, je suis de cette...
Moi, je suis de cette génération-là où j'ai appris comme ça. Alors aujourd'hui, on en revient un petit peu et on se dit que parfois de faire des parallèles entre le français, par exemple, et l'espagnol, qui sont deux langues finalement assez proches, ça peut servir. Par exemple, un étudiant à qui on va apprendre le futur, il n'arrive pas à comprendre la construction du futur. Et bien, le futur en français et le futur en espagnol, ils sont construits exactement de la même manière. On prend en base l'infinitif, ok, et on y colle une terminaison. Donc, si je prends l'exemple de je parle, je parlerai, parler, parlerai, d'accord. En espagnol, c'est pareil, hablar, hablaré, et je mets une terminaison. Donc, la structure est la même de faire le parallèle. Ça peut parfois être un élément déclencheur où ils se disent, ils sont un peu désespérés, ils n'ont pas compris. Et bien, on leur dit, mais regarde, c'est la même chose, d'accord, quand c'est possible. Donc, je reviens à mon niveau C1, niveau minimal de A1.1. Donc là, c'est les expressions familières, les situations très récurrentes et prévisibles, des besoins concrets de la vie sociale, par exemple demander l'heure, ok, c'est un besoin concret de la vie sociale, parler lentement et distinctement, et l'interlocuteur est souvent coopératif et bienveillant, hein, s'il nous fait du petit mixte entre l'espagnol et le français, du fragnol, on va à ce moment-là être coopératif et bienveillant. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait entre des étudiants qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres ? Quand on a des classes dissociées, en fait, de niveau dissocié. Et à un moment donné, ils s'ennuient. C'est ce qui m'est arrivé il y a longtemps. Ils s'ennuient. Et bien dans ce cas-là, il faut toujours, c'est tout le travail du professeur, toujours prévoir l'étudiant qui va plus vite. Nous, on a dans nos classes ici, parfois, on en a actuellement, des étudiants un étudiant particulièrement qui est précoce en fait dans son apprentissage, c'est-à-dire qu'il est venu me voir, il a 7 ans, hein, il est venu me voir, il avait terminé le livre. Ils avaient fait 2 unités en cours et lui, il avait fait tout le livre. Donc à ce moment-là, c'est là où rentre le département pédagogique, c'est à nous d'évaluer s'il a juste terminé parce que c'était des exercices tellement déductifs en fait et inductifs pour lui, où il n'a même pas, c'était du systématique, répond à la question, etc. Ou si c'est vraiment qu'il a des capacités intellectuelles beaucoup plus élevées, et c'était le cas, donc du coup à ce moment-là on lui passe de niveau. Quand on a vraiment dans la classe des différences, là il faut réussir à toujours avoir des exercices sous la main, un petit peu plus difficiles, mais toujours dans le cadre qui nous est fixé par le CECR. D'accord ? Le cadre est suffisamment large pour se baser sur l'obligatoire à savoir et puis l'optionnel. Si c'est ça, c'est bien. Il aura un A1 amélioré. D'accord ? Mais on n'est pas encore sur du A2. Les caractéristiques ici du niveau minimal, c'est la capacité à s'identifier et à interagir de façon minimale si la situation est prévisible. Ici, on est vraiment sur des situations très très cadrées. D'accord ? Introductif découvert, donc là on a un petit peu plus, là on est sur 60 heures. D'accord ? Là on est sur 80 à 120 heures, le niveau 1, sur des mots familiers très simples. On touche le domaine personnel, d'accord ? À savoir se présenter, présenter sa famille. D'accord ? Dans des thèmes familiers, de la vie quotidienne, encore une fois des besoins concrets, et puis l'idée de parler lentement. D'accord ? Et puis cette capacité à interagir, ça ce sont les caractéristiques, de façon simple quand le domaine est familier. Ok, essayez de retenir les mots-clés qui apparaissent ici, certains mots-clés, parce qu'après on va faire des petits exercices où vous œuvrez en fonction de ce qui est écrit, essayez de situer dans quel niveau est notre étudiant. A2, niveau intermédiaire de survie. Donc là, on est sur un nombre d'heures d'apprentissage un peu plus important. On est passé à 200 heures, d'accord ? On considère 80 heures ici, plus ici 200 heures. Donc au total, 300, d'accord ? Sur la totalité, cumulée. Là, c'est les activités de la vie quotidienne pour des besoins immédiats. Là, on apprend à demander quelque chose, d'accord, en A2.
Donc des thèmes personnels un peu plus élargis. Donc ici on a appris à se présenter, présenter sa famille, présenter ses activités. Ici on est sur des thèmes un peu plus élargis. Un exemple, vous partez en voyage et vous avez besoin de faire garder votre chat. D'accord ? Vous demandez au voisin s'il peut garder votre chat et vous lui expliquez pourquoi. D'accord ? Ici on est passé sur des phrases simples et isolées. D'accord ? Enfin on est passé de phrases totalement isolées à des phrases simples et isolées. Un langage clair et audible. Ici, en termes de phonétique, on a aussi un peu plus travaillé. D'accord ? On peut se faire qu'en France sans avoir un besoin constant de se faire répéter. D'accord ? Les caractéristiques, importance des fonctions du langage, saluer, demander des informations. Tout à l'heure, on a vu la partie chronologique d'un discours. Ici, elle est totalement maîtrisée. L'étudiant sait que pour entrer en contact avec quelqu'un, il faut d'abord saluer, puis faire sa demande, puis prendre congé, d'accord ? Donc ici, on est sur des échanges simples et des rapports sociaux, mais sur l'idée d'échange. Où l'autre peut nous donner une information et je peux donner une information à l'autre. B1, niveau seuil. Donc j'ai écrit en majuscule « se débrouiller ». D'accord ? Le niveau seuil, se débrouiller, effectivement, on est à un niveau où se débrouiller, vous comprenez tous ce que ça veut dire ? Oui ? D'accord ? Pouvoir réussir à s'en sortir seul dans une situation, un monde francophone. C'est généralement un très bon niveau pour se lancer dans un voyage pas touristique, un voyage un peu plus important en France où on va pas être seulement dans la visite, on va être aussi dans l'échange avec les autres. Ok ? Donc là, c'est la langue du voyage, la langue du travail aussi, le B1. Langue courante, thème abstrait simple et raconter, décrire. Hein ? Non, t'es plus en B1 ? Non, je vais qualifier moi-même. C'est ce que je te vois là. Non, moi je suis pas encore en B1. Si j'avais pas ma traductrice. Franchement, aujourd'hui c'est en français. T'as pas besoin de ta traductrice aujourd'hui. Capacité à soutenir une discussion, à pouvoir exprimer des opinions et à se débrouiller. Ok ? C'est aussi intéressant parce que essayez de faire comme il fait en fait, d'essayer de voir des gens qui apprennent le français que vous connaissez ou des gens qui apprennent l'espagnol et que vous connaissez pour essayer de les situer déjà. D'accord ? Expliquer ça, par exemple, tu peux sortir d'ici et prendre un taxi, lui donner l'adresse, on va aller chez toi. Ouais. Ça, c'est quel niveau? Ça, c'est un A2. A2 déjà? A2. En A1, t'es pas capable. Mais même pas en phrase complète. Là. Je dirais juste, par exemple, parking yes. Les 104 le chauffeur, c'est ça. Là, je dis gauche, droite, si je veux. Un chemin particulier. Pas avec une phrase complète. Mais je vais rentrer chez nous. Tu auras atteint ton but, ton objectif, ta tâche. Ouais. Mais comme tantôt, la question, tu sais, les petites phrases là, à 2 mots, à 3 mots que tu disais tantôt, là, ouais. Je dis combien ça coûte, quel est le prix, c'est quelque chose que ici, on demande tout le temps. Parce qu'il n'y a rien affiché. C'est vrai ? Ouais, tu veux bien que tu fermes. Oui, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas cette possibilité-là. Juste pour te situer, effectivement, un A2 par exemple, nous quand on fait le voyage linguistique de l'Alliance française, qu'on envoie les étudiants 1 mois en France, on demande qu'ils aient un minimum d'un niveau A2 pour pouvoir avoir un semblant de conversation avec les familles, en fait. Parce ils vont faire un voyage linguistique, donc ils arrivent en famille, ils ont des cours de français à l'Alliance française de Rouen, généralement. Donc, pour être dans une famille, il faut réussir à pouvoir demander le pain, pouvoir dire que tu n'aimes pas ça, que demain matin tu as cours à 9h. Des petites phrases comme ça, c'est du A2. B1, on est quand même sur un niveau que certains milieux, et en France en particulier, c'est un niveau requis pour travailler, par exemple. Hein, on est quand même, c'est se débrouiller, c'est vraiment pouvoir atteindre tous tes objectifs, quoi. Donc le français
comme il dit, le français pour arriver à se situer, là on est plus sur du A2. Et puis le B2, avancé, où là on est plus sur de l'argumentation. Hein. Le mot le plus... là on est sur les mots-clés. Le mot-clé du B2, c'est l'argumentation. D'accord ? C'est réussir à pouvoir argumenter tant à l'oral, présenter un exposé, qu'à l'écrit. D'accord ? Donner son point de vue, son avis, son opinion. Domaine de spécialité aussi. Hein ? Pouvoir parler de sa spécialité. Si par exemple c'est le droit, savoir les termes juridiques en français. Le tout sur des sujets connus et des centres d'intérêt de la personne. C'est-à-dire que si on quitte son domaine d'intérêt, on peut trouver des personnes qui n'ont plus le vocabulaire. C'est-à-dire que, et ça va t'arriver, ici en Équateur, quand on est dans des taxis, généralement le chauffeur va entrer en conversation avec nous, va nous demander ah oui, donc vous êtes d'où, vous habitez où, ça fait longtemps que vous êtes ici. Si tu sais répondre à ces 3-4 premières questions de manière mais impeccable, avec à peine l'accent, ils vont te dire disons, vous parlez bien. Hein. Bah alors là, ils te coincent et ils te disent un petit truc genre qu'est-ce que tu as pensé du dernier match de football ? Et bien là, on est bloqué. Donc, parfois, il faut faire attention, il y a des choses comme ça qui sont bloquantes parce que les étudiants, ils ont l'habitude de répéter. De fait, quand ils passent les épreuves du DELF, souvent on sent qu'ils ont été préparés. Donc, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Felipe, j'ai 18 ans, j'habite en Équateur, Quito, Équateur. Il suffit que le prof lui ait fait « J'habite à Quito, Équateur ». Alors là, hop, on sent que c'est mais automatique. Et puis, dès qu'on essaie de passer ça, et c'est ce qui se passe ici, où le centre d'intérêt est bien maîtrisé, donc là, on est un peu moindre hein, de ce que je vous raconte comme situation, on est plus sur du A2, A1, A2. Sur du B1, B2, on a des sujets un peu plus importants, mais dès qu'on quitte ces sujets-là et qu'on va parler de choses un petit peu plus de la vie en général, mais qui ne s'y attendent pas, et bien là, on peut parfois être bloqué par le vocabulaire. Par exemple, une situation bête, je suis arrivée ici, j'avais un niveau B2, je dirais en espagnol, mais tout ce qui était de la mécanique, j'avais jamais eu de voiture dans un pays hispanophone dans lequel j'avais habité, je ne savais pas. Et j'arrive ici, je m'achète une coccinelle avec laquelle j'ai dû fréquenter un paquet de mécaniciens. Et ben du coup, j'ai appris. Et donc du coup, c'est devenu des sujets connus. Mais à la base, c'était pas du tout des sujets connus. Je savais pas dire embrayage, je savais pas dire moteur, enfin si moteur quand même, mais je sais pas la pompe à essence, plein de trucs qu'il y a dans la voiture, des pièces de voiture que je ne savais pas. Donc ce n'étaient pas des sujets connus. Donc j'étais en B2. D'accord ? Pour arriver à un C1, c'est-à-dire que même sur des sujets inconnus, j'arriverai à m'en sortir. D'accord ? Il n'y a plus réellement de sujets entre guillemets inconnus en C1. On doit maîtriser un petit peu de chaque domaine. D'accord ? Donc le C1, la spontanéité, hein, c'est le mot-clé, je dirais aussi. Comme ici, c'était l'argumentation, là c'est plutôt la spontanéité. Le côté couramment, on parle couramment français. Le français de spécialité, encore une fois, où on est capable d'aller dans la finesse des mots. De fait, l'épreuve du C1 en termes de DELF, l'étudiant, le candidat va choisir, c'est pas qu'il peut, il doit choisir entre les sciences exactes ou les sciences humaines. D'accord ? Dans quel domaine il est le plus à l'aise ? La diversité des domaines dans lesquels nous pratiquons cette langue, et puis les structurations complexes et implicites. Ok ? Et puis les caractéristiques, l'aisance et l'efficacité. Encore une fois, là, ici on était sur du couramment, ici on est sur du très couramment. D'accord ? Donc c'est un français sans effort, termes et sujets abstraits. D'accord ? La possibilité d'utiliser la langue comme une remédiation. C'est aussi ici, la maîtrise est telle que l'autre peut arriver à nous pousser à la réflexion. D'accord ? Une personne qui n'a pas dans sa langue maternelle cette possibilité-là, qui n'a pas dans la langue qu'il est en train d'apprendre, à cette possibilité d'arriver à vous faire réfléchir sur votre propre pratique ou votre propre langue, il a un niveau C2. Ok ?
C'est bon, donc on va travailler là-dessus aujourd'hui et la semaine prochaine sur vraiment pour que tout ça devienne beaucoup plus familier et que vous arriviez à vous situer. Oui. On est dans quel niveau quand on arrive à regarder un film en VO? On considère que c'est en BE2. À partir du B2, ils peuvent aisément regarder un film en version originale, sans sous-titres. Tout à fait, en B2. En B2. Là, quand j'ai arrivé à faire ça, je pensais que c'était le top. Tout dépend du film. Si tu me parles du Godard, je te dirais que tu es plus sur du C1. Si tu me dis un film genre L'Auberge espagnole, ou, là on est plus sur du B2. Tout dépend du film, parce qu'il y a des films qui sont beaucoup plus complexes dans leur trame, d'accord? Mais si on parle de grands films d'auteur, là on est plus sur du C1. Mais si on parle sur des petits films... Ici à l'Alliance française, tu disais tantôt qu'une fois qu'ils complétaient tous les cours, ils étaient quoi Alors, nous, on est sur un système de 14 modules de 50 heures. Donc, si tu fais le calcul, ça fait 750 heures. On arrive à du B2 acquis. OK, parce que Mélanie, quand elle est arrivée, puis elle a suivi des cours... Là-bas? Elle s'est fait évaluer au niveau, par exemple, du collège et poursuivre le nouveau programme. Elle la prétendait entrer, ouais. C'était la seule qui était exemptée des cours de français, alors que les Québécois devaient prendre des cours de français parce qu'ils avaient échoué. Ah oui? C'était la seule qui avait réussi. Et elle avait suivi les cours ici? Puis, oui, les 12 sur 14. 14 niveaux. Puis, c'est la seule qui utilisait les marqueurs de relation au moment où, quand elle parlait. Ouais. En effet, par conséquent, Ben oui, parce qu'en fait, ça, en plus, ça fait partie de la méthodologie. Je dis, wow, ça fait même pas 2 ans qu'elle apprenait le français, puis elle était déjà exemptée, elle n'avait pas obligé de... Ben parce qu'en plus, comme tu dis, ce qu'on attend à l'université, ou en général quand on a étudié comme ça, c'est que la personne puisse rédiger correctement et présenter, faire un exposé correctement. Or ça demande une certaine technique. Et c'est vrai qu'à l'Alliance française, en plus de ces 14 modules de 50 heures, on a aussi une préparation méthodologique au diplôme du DELF et une préparation méthodologique aussi au diplôme du DALF. Pourquoi? Parce que, justement, comme tu dis, c'est pas parce qu'on parle très bien français qu'on va utiliser de manière spontanée ce « en effet », par contre, toutefois, mais ensuite, non, parfois c'est pas naturel en fait. Or, c'est vrai que dans une copie du DELF, on nous demande pas forcément d'être naturel, on nous demande de répondre à une certaine méthodologie. Donc c'est pour ça qu'elle devait savoir ça. Ben, je veux dire que déjà qu'elle employait du subjonctif, bien conjugué en plus, au niveau oral, de façon spontanée, alors que, en tout cas, plusieurs Québécois n'y arrivent même pas. Donc alors, les descripteurs, on a une échelle globale, une échelle détaillée par activité et par niveau, et la deuxième échelle détaillée qui est par compétences langagières et par niveau. Donc, en fait, voilà à quoi ça ressemble. Si un jour vous ouvrez le livre rouge que je vous ai montré au début, on a ici l'échelle globale par niveau, qui nous explique que pour un utilisateur élémentaire, il peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes. Donc là, on retrouve les fameux mots-clés que l'on vient de voir, d'accord, dans des jolies belles phrases qui nous expliquent ce que l'étudiant peut comprendre, d'accord. Et là, cette division va être faite en fonction des différentes compétences, c'est-à-dire qu'il peut comprendre, ici on est dans de la réception, d'accord, réception écrite, ou réception orale, d'accord? Si on voit, il peut écouter par exemple des émissions radio, ou il peut regarder un film. Ici, on est sur écouter, réception orale, d'accord? Donc les termes que l'on va utiliser et les divisions que va faire le fameux cadre européen commun de référence des langues, c'est en fonction des compétences. D'accord? Il va nous expliquer qu'en B1, on peut lire des choses, on peut écouter d'autres choses, on peut parler de certaines choses, les fameuses 6 compétences. Donc on va les voir et on va essayer de les fixer. Donc l'échelle globale va nous situer ça. On va peut-être juste pour essayer de travailler là-dessus, je vais juste, voilà, les fameux tableaux. On va... Voilà. Juste pour faire un petit exercice,
et essayer de comprendre ces différentes voilà, activités. On va essayer. Donc vous avez ici l'échelle globale où on va essayer de repérer le type d'utilisateur avec la définition. Donc vous avez les mots-clés en tête. Donc type d'utilisateur, qu'est-ce que ça peut être? Ici. Alors, je vais vous mettre votre petite polla, comme on dit en espagnol. Alors, c'était où, mince? Berge, présentation, voilà. C'était cette fameuse échelle de compétences. Si j'appuie pas. Voilà, donc ici vous avez les types d'utilisateurs. Utilisateurs élémentaires, indépendants, expérimentés. Et ensuite, dans niveau, vous devez repérer si c'est un A1, un A2, un B1, un B2, un C1, un C2, en fonction de la définition qu'il y a ici. OK? Et une fois que vous avez fait ça, vous soulignez dans justement le petit cadre ce qui vous a fait penser que cette personne était un utilisateur élémentaire d'un niveau de survie, d'un niveau A1 ou A2. OK? Ou B1 ou B2. Alors on va voir ensemble. On y va? On corrige? Alors, le premier, Laetitia. Alors, élémentaire A1. Et en fait, moi, ce qui m'avait interpellé au niveau des phrases, des mots-clés, c'était phrases isolées, expressions fréquemment utilisées, les domaines de priorité, des informations simples et un échange d'informations simples et directes. Donc tu es sur du A1 ici, selon toi. Vous êtes tous d'accord? A1 aussi? On est pensé au A2. Mais pas sûr. Moi, je me suis laissée convaincre que c'était A2, alors que j'avais mis A1. Eh ben, tu as eu raison. Tu as eu raison de te laisser convaincre. C'est effectivement du A2, puisque si on comparez avec moi les mots que tu viens de citer, Laetitia, avec les mots du 5. Exact. Dans le 5, vous avez très simple. D'accord? Et là, on communique. Des énoncés très simples. Là, dans le A2, Tout à fait. Dans le 2, on commence à communiquer. Andino est totalement dans le vrai. Dans le A2, on commence à communiquer. Dans le A1, on est dans la réception. les réceptions, dans la répétition et la réception. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, là, que j'ai convaincu, c'est se présenter et présenter quelqu'un. J'ai toujours retenu ça comme premier niveau. Alors, se présenter quelqu'un, on est sur du A1. Exactement. Je m'appelle Maxime, c'est Jessica, j'ai 2 sœurs, elle a 3 frères. Ok, on est dans la présentation. D'accord? Ça, c'est pour du A1. C'est l'échange d'informations. Voilà, c'est ce que disait Andino, hein, on est dans l'échange, dans la communication. Ça, on ne l'a pas en A1. D'accord? Élémentaire, donc A2, intermédiaire ou de survie. Deuxième. B1. Très bien, on est sur un niveau indépendant. B1, ok. Les mots-clés? Voilà, vous avez tout compris. Du voyage aussi, où tu disais que c'était à ce niveau-là qu'on pouvait parler. Exactement. 3. C2. Très bien. Expérimenter, maîtriser. C2. Très couramment, les mots-clés, très bien. Très couramment. Spontané. Sujet complexe. Fine nuance, hein, aussi on pourrait noter. On l'avait noté tout à l'heure, fine nuance. Sur l'aspect de l'argumentation. D'accord, bah oui, mais disons qu'on argumente à partir du B2. Mais on argumente ici de manière très, très simple, et puis plus on avance, plus ça devient fine nuance,
Ça devient 4. C1. C1, très bien. Expérimenté, Spontané. autonome. Ok. Le côté spontané, le côté courant, implicite, Sujet complexe. sujet complexe. Ok. 5, on l'a dit A1. Et 6, C1. B2. est-ce qu'on a... Ouais. Par déduction, c'est le B2. Hein. B2, pourquoi les mots-clés? Oui, on avait aussi parlé de spécialité, hein, vous vous souvenez dès le B2? Une grande gamme de sujets. On n'est pas non plus sur tout type de sujet. On est sur une grande gamme de sujets, mais il y a encore des sujets où il peut y avoir des difficultés. Ok? Concret ou abstrait dans un texte complexe, oui. Le côté abstrait qui t'a fait douter. Mais disons que sur le B2, on est forcément sur des textes en prose. D'accord? Donc des textes d'actualité, etc. Alors qu'en C1, on pourrait être sur d'autres choses un peu plus développées. Ok? Mais c'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas mis du A2 sur du A1. Donc ça va, je suis confiante pour la suite des exercices. Alors, petit doute, c'est 6h ou 6h30 ou 6h ou 7h aujourd'hui? 6h30? Ok. On va commencer plus tard. Non, parce que Alors, un autre petit exercice où là, on va avoir les 4 compétences décrites par des messieurs. D'accord? Et on va essayer de trouver monsieur A1, monsieur A2, monsieur B1, monsieur B2, etc. Pardon? Il n'y avait pas de madame. J'ai été obligée de prendre des messieurs. Mais comme je ne suis pas une grande féministe. Parce que les madames, c'est C1. C'est cela. Merci. Oh, c'est elle. Bien joué. Très bien. On en a fait Tu en voulais une en plus. Donc regardez bien ces messieurs et essayez de situer les 4 compétences en fonction. Ah, il y en a 6. Il y en a 6, bah oui. Nos 6 niveaux. Du professeur de FLE, chaque cadre correspond à une compétence. Et donc là, on a mis toutes les compétences sur une seule personne qui a toutes ces compétences-là. Mais on aurait pu faire le contraire, c'est mettre toutes les compétences ensemble, d'accord, du A1 au C1, ce qui donnerait un tableau à peu près similaire à un de ces tableaux. Je vous le montre en un peu plus grand. Et vous l'aurez en photocopie, là, je vais vous donner la lecture. Voilà. Donc les échelles de 6 niveaux, les 6 compétences. Donc elles sont situées comme ça, avec à chaque fois, pour le A1, pour le A2, en compréhension, d'accord. Là, on est, puisque c'est la personne qui parle, qui dit « je peux »,« je comprends », etc. On est sur, vous ne le voyez pas ici, parce que c'est écrit sur le haut, mais c'est la grille pour l'auto-évaluation, d'accord. C'est celle-ci, où là, on retrouve tous les « je peux ». Donc l'étudiant, généralement, c'est ce qu'on a aussi dans les portfolios, souvent dans des livres, dans des méthodes de français langue étrangère, vous avez des portfolios où l'étudiant est appelé à s'auto-évaluer, d'accord, à savoir en un ce qu'il peut faire, ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut entendre, s'il peut écouter, d'accord. Donc c'est exactement ce qu'on a là. C'est bon? Donc on reprend sur monsieur, donc ce gentil monsieur très chic, avec sa cravate très fonctionnaire, il est en C2, d'accord? Pourquoi? Parce que... C'est cela. Tu avais mis la cravate aujourd'hui. Donc, quels sont les mots-clés ici dans les différents cadres que vous avez repérés? Aucune difficulté, ouais. Sans effort. Tout type de texte, très bien. C'est pas presque inaperçu. Oui. Il peut se corriger. Il peut se corriger. Hein. Construction claire dans les textes écrits. Le mot construction éventuellement, oui. Il peut écrire une œuvre littéraire aussi. Oui, hein. Donc on est vraiment sur de grandes capacités en termes langagiers. Intégrer les thèmes.
Production orale. Tout à fait. On passe au deuxième petit monsieur. B2, très bien. On est sur du B2. T'as mis C1? Alors, les autres, pourquoi c'est plus du B2 que du C1? Sur les opinions, je pense à l'argumentation encore une fois. Oui. Ses intérêts, tout à fait. Hein, on l'avait vu ça tout à l'heure dans les mots-clés. Hein. Oui, tout à l'heure tu posais la question justement sur les films. Tu vois, le monsieur B2 peut comprendre les films en langage standard. Moi, c'est le locuteur natif. Interaction normale avec le... Locuteur natif, mais normal. Hein, on n'est pas dans une interaction poussée. D'accord ? Sur du C1, on va être sur une interaction qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée. Ici, on est sur une interaction standard. Ok ? Notre troisième personnage. A2. Tout à fait. A2. Hein. Les termes ? Oui. Très bien. Il peut écrire une lettre personnelle très simple. D'accord. Vocabulaire très fréquent. Très fréquent, très bien. Les menus, les horaires, là vous avez des exemples. Hein. Ces exemples vont vous servir pour la semaine prochaine où vous aurez en début de cours une petite évaluation pour voir si vous vous souvenez de tout. Évaluation gentille, hein, pas notée, je suis dans l'évaluation positive. Donc l'idée c'est vraiment de voir les acquis pour pouvoir avancer et voir éventuellement s'il y a encore des petits doutes pour revenir dessus. Mais voilà. Donc du coup, pensez à ces exemples, parce que je vais vous demander des exemples pour chaque niveau. Donc là, vous les avez. Vous avez les menus, les horaires, je peux comprendre des lettres personnelles. D'accord ? Ensuite, Monsieur B1, tout à fait. Monsieur B1, avec ses super cheveux. Et son sourire Colgate. Le voyage, très bien. Le voyage, quoi d'autre? Point essentiel. Oui. Faire face à des situations de brouillardise. Très bien. Le côté souhait aussi. Tout à l'heure, tu disais quelqu'un qui arrive à parler au conditionnel, au subjonctif. Ok. Et ici, dans la compréhension écrite, vous avez description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits. Les souhaits, les sentiments, généralement, c'est justement en termes linguistiques, c'est avoir l'acquisition du subjonctif et du conditionnel. On est sur du B1. Alors, elle est plus que B1, ta femme, mais tu vois ce que je veux dire. Quand on commence à savoir ça, c'est qu'on est sur on a déjà le B1. Ok ? Il nous reste donc 2 personnages. Le petit jeune, A1, tout à fait. A1 avec des mots familiers, des expressions très courantes, des phrases très simples. Ok. Parler de ses vacances, par exemple, écrire une carte postale. Généralement, la production typique d'un A1, hein, c'est écrire une carte postale. Bonjour à tous, nous sommes en vacances, tout va bien, à bientôt. Hein, prendre congé, non mais c'est pour vous dire aussi les formules. Hein, il arrive à entrer en contact et à prendre congé. À l'écrit, à l'oral, de manière très simple. Et notre dernier, très intellectuel, avec ses petites lunettes. C1. C1, bah oui. Du coup, tu avais inversé les deux. La différence avec le B2, c'est quoi ici? Sans trop d'efforts, mais il y a quand même un petit effort. Dans le maîtrise totale. Tout à fait. Les types de production? Quel type de production? Les essais, les rapports. Les essais, les rapports, les lettres. Ok. Ok. C'est bon? Très bien. Alors, je vais vous distribuer un petit documentaire. Alors, juste, je voulais terminer à 6 parts avant de vous montrer, parce que souvent, on se pose la question, et c'est quelque chose qui revient beaucoup quand je suis
en formation sur, oui, mais en termes orthographiques, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'erreur ou de compétences orthographiques, entre guillemets, donc quelle faute d'orthographe ou non, il est capable de faire ou de ne pas faire, d'accord? Donc ici, j'ai recensé en maîtrise d'orthographe. Il peut copier de courtes expressions et des mots familiers en A1, je commence toujours par en bas. Hein. Par exemple, des signaux, des consignes simples, nom d'objets quotidiens, il sait écrire une chaise, il sait écrire une porte, d'accord ? Le nom des magasins et un ensemble d'expressions utilisées régulièrement. Il sait écrire merci, il sait écrire bonjour, d'accord ? Là, on est sur du A1 en termes de savoir écrire et qu'est-ce qu'il sait écrire correctement. En A2, il peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par exemple les indications pour aller quelque part. Il peut écrire avec une relative exactitude phonétique, mais pas forcément orthographique. D'accord ? C'est quelqu'un qui, à ce stade-là, peut faire encore beaucoup d'erreurs d'orthographe qui ne sont pas pénalisées puisque nous sommes dans une évaluation positive en A2. Il peut écrire de manière phonétique. Et alors, attention, hein, on va pas forcément tout accepter. Il ne doit pas écrire moi, M-U-A, d'accord, hein, puisque nous apprenons aussi les sons quand on apprend la phonographie quand on apprend le français, d'accord. Donc, il doit savoir à ce niveau-là que le son wa, c'est O-I en français, mais il peut facilement oublier un E à la fin d'une phrase puisque le E ne se prononce pas, etc. OK ? En B1, peut produire un écrit. Donc vous voyez que entre un A2 et un B1, il y a quand même eu 150 entre un A2 et un B1, il y a 250 heures de différence. Donc forcément ici en B1, on va attendre beaucoup plus en termes d'écrit. D'accord ? Ici, on rentre vraiment dans une partie d'écrit. Vous savez que le français est une langue qui est aussi et plus utilisé, je dirais, que l'espagnol à l'écrit. Hein, on est un peuple d'écrit en France. Donc du coup, on a forcément cette partie-là assez approfondie. Donc ici, on peut produire un écrit suivant, généralement compréhensible tout au long de son récit. D'accord ? S'il est en train d'écrire un message, d'accord, de 4-5 lignes, tout doit être compréhensible de A à Z. L'orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivis facilement le plus souvent. D'accord ? Donc là, on commence à entrer dans le justesse, on est dans l'évaluation positive. Ici, on commence à voir les limites de l'évaluation positive, c'est-à-dire que si l'étudiant ici est sur une écriture phonétique, ici, ça va avoir du mal à passer. OK ? En B2, peut produire un écrit suivi, clair, intelligible, qui suive les règles d'usage, de mise en page et d'organisation. C'est ce que nous disait tout à l'heure Maxime avec les petits mots de liaison, hein, qui permettent généralement de structurer un récit. Ici, en B2, ils doivent être maîtrisés et pertinents, bien utilisés. OK ? L'orthographe et la ponctuation sont relativement exactes, mais peuvent subir l'influence de la langue maternelle. Ici, sur un B2, par exemple, lorsque l'on corrige une copie de B2, si un étudiant a tendance à mettre des majuscules un petit peu trop souvent, ce qui arrive ici, hein, ici vous avez Ministerio de l'Educación, Ministerio M majuscule, Educación E majuscule, on a tendance à mettre beaucoup de majuscules. Non, il y a des règles d'usage, d'accord, qui doivent être respectées en B2. C'est-à-dire qu'un étudiant qui met des majuscules en début de tous les mots va avoir forcément ici une petite pénalité. C1, la mise en page, les paragraphes, la ponctuation sont logiques et facilitants. L'orthographe est exacte, à exception de quelques lapsus. Et enfin, en C2, on accepte là aucune faute d'orthographe. Les écrits sont sans faute d'orthographe. OK ? Juste, je faisais un petit point sur l'orthographe avant de se quitter. Donc, je vous laisse un petit document qui résume le cours d'aujourd'hui. D'accord ? À bien regarder, à lire, afin que la semaine prochaine, on continue sur la lancée sans avoir de difficultés à ce niveau-là. OK ? Ça va, c'est pas trop théorique ? Non. J'essaie de le vivre. Je
suis à fond. Ça marche, ça marche. Alors, par contre, il y a le petit Ah oui. détail. Donc ici, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous raconter. Quelques questions d'ordre personnel, on ne reviendra pas forcément dessus, vous pouvez essayer, c'est repérer les mots-clés généralement. Et puis les fameux cadres, les fameux tableaux. Une question, on a eu un résumé la semaine dernière. Je l'ai pas, j'avoue que j'ai... En fait, on a une audite, pour tout vous dire, pour être dans le secret. On a une audite de la Fondation Alliance Française de lundi à mercredi prochain. Donc autant vous dire que comme tout audit dans une entreprise, et à l'Alliance Française, on n'est pas une entreprise, on est une association, mais on est quand même une entreprise, et ben on est comme ça, et on est avec plein de documents partout, et plus les demandes de subventions qui devaient partir aujourd'hui, ce matin. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous envoyer, mais je vais vous l'envoyer. Parce que j'ai les PowerPoint que j'avais fait, etc., que je peux vous renvoyer pour que vous ayez déjà un petit résumé. Ok ? Je vous promets de le faire cette semaine-là. Parce que l'audit se termine mercredi.